Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 février 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Baud, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. Merci beaucoup. Salut Nima. Merci beaucoup de m'avoir à nouveau invité dans ton émission. Je suis heureux d'être de retour. Veuillez cliquer sur le bouton J'aime. Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Et, colonel, permettez-moi de commencer par la situation que vous vivez à Bruxelles. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que nous avons parlé? Je parle de la semaine dernière. Ce que vous venez de me dire est choquant, mais s'il vous plaît, dites-nous, ainsi qu'à notre public, ce qui vous arrive à Bruxelles et au sein de l'Union européenne. Merci. Juste pour rappel, j'ai été sanctionné le 15 décembre de l'année dernière par l'Union européenne, prétendument en raison de mes positions ou de propos que j'aurais tenus à propos de la Russie, des propos d'ailleurs que je n'ai jamais tenus. Mais bon, cela s'est fait sans aucune procédure régulière. Je n'ai jamais été convoqué, jamais traduit devant un tribunal. Ce n'était pas une décision judiciaire. C'est une décision purement politique, en dehors de tout cadre légal. Je n'ai enfreint aucune loi de l'Union européenne, ni au niveau de l'Union, ni au niveau national, et évidemment pas en Suisse. Je vis en Belgique, et ces sanctions signifient essentiellement que je suis interdit de voyager au sein de l'Union européenne. Cela veut dire que je n'ai pas le droit de retourner dans mon pays, la Suisse, et que je n'ai pas accès à mes comptes bancaires dans l'Union européenne. J'ai un compte bancaire en Belgique et je suis interdit d'accès. Ou plutôt, je n'ai pas accès à ce compte, ce qui signifie en somme que je n'ai aucune ressource. Jusqu'à présent, la Suisse n'a pas mis en œuvre ces sanctions. Elle n'a pas adopté ce paquet de sanctions pour deux raisons. Cela faisait partie d'une démarche du gouvernement suisse auprès de l'UNITEMEMO le 9 janvier. Premièrement, parce qu'on ne m'a pas accordé de procédure régulière concernant les sanctions. Et deuxièmement, parce que la Suisse a considéré que ces sanctions portaient atteinte à ma liberté d'opinion et à ma liberté d'expression. Ainsi, la Suisse n'a pas encore appliqué ces sanctions. Si j'étais en Suisse, je pourrais probablement vivre normalement. En réalité, je suis en Belgique, ce qui signifie que ma pension est versée sur mon compte bancaire en Suisse, puis transférée sur mon compte belge. Comme je l'ai dit, je ne peux pas accéder à mon compte bancaire en Belgique. Mes avocats ont donc demandé au gouvernement belge, qui est responsable de la mise en œuvre des sanctions, de m'accorder ce qu'on appelle une dérogation humanitaire. Cette dérogation a été accordée par le ministère belge des Finances le 6 février, et un document officiel le confirme. Mais c'est la décision qu'a prise le gouvernement belge. Cependant, la banque belge ne l'a pas mise en œuvre. 2 semaines après la décision, je n'ai toujours pas accès à mon compte bancaire. Et maintenant, quelque chose de nouveau s'est produit ce week-end. Ma banque suisse, celle où je reçois ma pension, a également bloqué mon compte, alors même que la Suisse n'applique pas les sanctions dans mon cas. Mais la banque suisse, UBS, a décidé unilatéralement de bloquer mon compte, y compris toutes les cartes de crédit et tout le reste. Cela signifie que je ne peux pas transférer ni recevoir ma pension, comme je l'ai dit, et que je n'ai pas le droit d'effectuer le virement que j'envoie habituellement chaque mois de la Suisse vers la Belgique pour subvenir à mes besoins quotidiens ici. Ce transfert est donc impossible, tout comme les autres dépenses approuvées par le ministère belge. C'est une sorte de situation totalement kafkaïenne. Le gouvernement belge m'a accordé cette exemption ou dérogation humanitaire. Et en même temps, la banque suisse décide de son propre chef de bloquer mes comptes et tout transfert vers la Belgique, alors même que la Belgique les autorise. Je n'ai donc absolument aucune ressource.
Je n'ai accès à aucun de mes comptes bancaires, que ce soit en Suisse ou en Belgique. Les banques, en réalité, ont décidé d'elles-mêmes. Et c'est une situation particulière où l'Union européenne décide de sanctions sans aucune base juridique, car techniquement, il s'agit d'une décision extrajudiciaire. Il n'y a donc absolument aucun fondement légal à cela. Le gouvernement belge, chargé de mettre en œuvre les sanctions, donne des ordres aux banques pour qu'elles m'accordent l'accès, mais rien ne se passe. Et en Suisse, où il a été officiellement déclaré et publié dans tous les journaux que la Suisse n'applique pas les sanctions à mon égard, la Banque suisse a décidé d'elle-même de me sanctionner. Nous sommes donc dans une situation totalement chaotique, où l'on ne sait même plus qui est responsable de quoi. Cela montre d'ailleurs le danger incroyable que représente le projet de l'UMME visant à interdire l'argent liquide pour n'autoriser que l'argent numérique, ou les cartes, si vous préférez, mais en interdisant complètement les espèces. En Suisse, nous voterons d'ailleurs le 8 mars sur l'inscription dans la Constitution du droit de disposer d'argent liquide, car c'est absolument indispensable. On voit bien, dans ma situation, qu'une simple décision venue de nulle part, sans même savoir exactement qui décide quoi, peut vous empêcher d'avoir le moindre accès à vos fonds. En gros, je ne peux pas acheter de nourriture. Je ne peux rien payer. Je ne peux régler aucune facture. Franchement, je serais mieux en prison, car au moins en prison, on me nourrirait. Eh bien, jusqu'à présent, j'ai survécu parce que j'ai de bons amis qui m'apportent à manger. Depuis le 15 décembre, j'ai survécu. Je vis. Je n'aime pas le mot « survie » parce qu'il sonne encore plus dramatique, mais je vis grâce au soutien et à la générosité de mes amis, de mes proches et de choses de ce genre. C'est tout. Voilà le tableau de l'Union européenne aujourd'hui, et de la Suisse d'ailleurs, car c'est exactement la même chose. Ceux qui pensent que leur argent est en sécurité en Suisse font une grosse erreur. Ne faites pas confiance aux banques suisses. Je leur faisais confiance autrefois. Je suis suisse et je leur faisais confiance, mais elles ne sont certainement pas dignes de confiance. Et même si mon propre gouvernement, la Suisse, a déclaré ouvertement et publiquement qu'il n'appliquerait pas les sanctions, la banque en a décidé autrement, me coupant de tout, de toute capacité à vivre, tout simplement. Vous savez, le problème vient du fait que ces sanctions, les sanctions de l'UEPRL, sont en réalité des mesures de politique étrangère. Si vous regardez la liste des sanctions du 15 décembre, vous verrez qu'il y a 59 personnes ou entités sous sanctions. Toutes, sauf moi, sont en Russie. Et en Russie, bien sûr, ils n'appliquent pas les sanctions. Ces personnes peuvent avoir un compte bancaire en Europe qui peut être gelé, mais autrement, elles peuvent vivre normalement. Mais moi, étant en Europe, et bien que la Suisse soit en dehors de l'UMA member, le fait est que les gens en Suisse se considèrent comme des Européens. Ils ont le même statut qu'en Europe et ils m'appliquent le même statut qu'en Europe. En conséquence, je suis soumis à des sanctions qui, à l'origine, n'étaient pas conçues pour être appliquées aux citoyens de l'UMA member ou aux personnes vivant au sein de l'UMA. Et c'est là que l'on voit le danger de ces sanctions. Cela montre aussi, puisque j'ai été inscrit sur la liste des sanctions par le gouvernement français, la faiblesse du renseignement du gouvernement français. Je suppose qu'ils ont décidé cela parce qu'ils me considèrent comme une menace pour l'Union européenne. Sinon, ils ne m'auraient pas sanctionné à cause de ce qu'ils appellent la guerre hybride, la propagande et des choses de ce genre. Donc, je suppose que cette décision a été prise avec le soutien des services de renseignement français. Mais les services de renseignement français n'ont même pas réussi à me localiser,
alors qu'il était publiquement connu que je vivais à Bruxelles. Vous voyez donc, où que l'on regarde, on peut constater que ces décisions sont extrêmement amateurs. Elles sont prises de nulle part, pour des raisons très étranges, parce que même la propagande, et cela fait un bon moment que je participe à votre émission, et tous ceux qui la regardent comprennent bien que je n'ai jamais cherché à faire de la propagande. Au contraire, j'essaie d'être aussi objectif que possible, car c'était mon travail en tant qu'analyste du renseignement. Et un analyste du renseignement ne fait pas de politique. Il analyse les faits et les assemble. Ensuite, on peut dire que les faits ne correspondent pas au récit. C'est possible. Mais les faits sont les faits, et c'est mon travail. On voit donc que même lorsque l'on essaie d'être objectif, on est tout de même considéré comme un propagandiste, ce qui montre à quel point la prise de décision en Europe est devenue arbitraire. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils sanctionnent les autres. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils cherchaient à faire, me réduire au silence ou me rendre moins visible, mais c'est un échec total. En réalité, j'ai constaté que je suis 15 fois plus visible aujourd'hui qu'avant les sanctions. J'ai vendu plus de livres après les sanctions qu'avant. Je viens de publier mon dernier livre, il est juste derrière moi, ici, sur l'Ukraine. Il est déjà disponible en anglais et sera officiellement publié demain. Il est sur Amazon dès maintenant, car il y a une véritable demande. Et c'est bien là tout l'enjeu. Vous savez, ces sanctions, je ne sais pas exactement quel était leur objectif, mais en réalité, elles ont eu exactement l'effet inverse. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet trahison, où, en imposant des sanctions ou en essayant de rendre quelque chose invisible, on attire en fait encore plus l'attention dessus. C'est exactement ce qui se passe. Heureusement, je bénéficie d'un large soutien, y compris de votre part et de celle de nombreuses autres personnes qui m'ont invité dans cette émission, mais aussi à travers des pétitions et toutes sortes d'appels. Je veux dire, des gens du monde entier se sont mobilisés pour moi. Cela n'a pas encore donné de résultats concrets, mais au moins ce soutien existe et je suis extrêmement reconnaissant envers tous ceux qui me soutiennent et qui m'ont soutenu récemment. Nous devons nous battre pour la liberté d'expression, car c'est essentiellement de cela qu'il s'agit. Et nous voyons qu'il existe une forte dynamique autour de ce sujet. L'Union européenne essaye de protéger son récit, et il en va de même pour la Suisse, d'ailleurs, car la Suisse a en réalité perdu sa neutralité. C'est une réalité. Et nous sommes en ce sens dans un monde en mutation. Nous voyons que même des entités privées, qui devraient rester en dehors du débat politique, en dehors des polémiques et tout cela, s'impliquent. Elles s'impliquent dans le débat. Et c'est quelque chose que je considère comme extrêmement dangereux. Nous avançons vers une société de type orwellien où il y a l'État, ou même pas l'État, mais quelque chose au-dessus de l'État, puisque l'Union européenne existe. C'est quelque chose au-dessus de l'État, avec des mécanismes et des processus qui ne sont pas conformes à ce qu'on appelle l'État de droit. Et quand on dit État de droit, cela signifie exactement ce que cela veut dire. When we say rule of law, it means exactly what it means. It means that the law defines. Cela signifie que c'est la loi qui définit la prise de décision, que c'est la loi qui définit la gouvernance. Mais ici, nous sommes exactement dans la situation inverse. C'est le pouvoir qui définit la loi et non la loi qui définit le pouvoir. Nous sommes donc complètement en contradiction avec tout ce que nous attendions en matière de démocratie, d'état de droit, d'institutions démocratiques et tout le reste. Et il est clair que nous avançons dans cette direction. Pour être honnête, je suis profondément déçu de voir que les banques suisses, que j'ai toujours considérées comme l'une des institutions de la Suisse, en quelque sorte un symbole de liberté et d'indépendance, se comportent aujourd'hui exactement comme les autres.
C'est donc extrêmement, extrêmement inquiétant, à mon avis. Permettez-moi d'évoquer votre dernier livre, Cal. Je voulais montrer la page, car beaucoup de personnes dans notre public demandent où elles peuvent l'acheter et quel en est le titre. C'est La paix en Ukraine, exactement. Vous pouvez le trouver sur Amazon et Barnes & Noble aux États-Unis. C'est un livre qui explique tout le processus de paix, ou plutôt la tentative de paix, je préfère dire. La tentative de paix menée depuis 2013 par les différents acteurs en Ukraine. Car en gros, entre 2013 et 2022, les Russes ont essayé de mettre en œuvre les accords de Minsk. Après 2022, il y a eu une tentative de la part des Ukrainiens, en fait 3 tentatives, d'engager un dialogue avec la Russie. Et nous savons que la plus célèbre est celle qui a eu lieu à la fin mars 2022, laquelle a été court-circuitée par les Européens. Je veux dire Boris Johnson, mais aussi l'Allemagne et la France. Ne l'oublions pas. Donc il y a eu cette tentative de la part de l'Ukraine. Et enfin, depuis le début de 2020, l'administration Trump a essayé de résoudre le problème. Ce qui est intéressant dans tout ce processus, ou dans ces différentes tentatives, c'est qu'il y a un point commun à tous ces échecs. L'UMA les a systématiquement sabotés. C'est absolument fascinant que depuis 2013, les obstacles les plus flagrants à la paix, au dialogue ou à un accord, appelez cela comme vous voulez, aient systématiquement été les Européens. Et c'est très intéressant. Je passe donc en revue toute l'histoire de ces différentes tentatives et bien sûr les perceptions des 2 camps du conflit, en essayant d'expliquer pourquoi elles ont échoué, pourquoi les Russes ont essayé, pourquoi les Ukrainiens ont essayé, pourquoi les États-Unis ont essayé, et tout cela. Ainsi, toute la discussion qui en réalité conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui est détaillée dans ce livre. Et encore une fois, l'idée est d'obtenir une meilleure compréhension du processus de paix. Comment nous devrions l'aborder, ce que nous devrions prendre en compte si nous voulons une paix réelle et durable en Ukraine, ainsi que les faiblesses et les forces de tous les différents acteurs, et ce qui est en jeu pour eux. Voilà donc tout le processus. Ce n'est pas un livre sur la guerre, c'est un livre sur la paix en Ukraine. Et c'est intéressant, car j'ai commencé le livre évidemment avant les sanctions. Mais en même temps, aujourd'hui, tout ce qui se passe correspond à ce qu'il y a dans mon livre. En fait, cela m'aidera à justifier ces sanctions, car il montre exactement les aspects pour lesquels j'ai été sanctionné. La vérité et la vérité cachée derrière les processus de paix. Et probablement que ce livre y contribuera. Enfin, je l'espère. Du moins, c'était son intention initiale. Mais il m'aidera probablement à résoudre mon dossier avec l'Union européenne. Je veux dire, peut-être pas le livre en lui-même, mais son contenu, bien sûr. Carl, je pense que l'un des principaux enjeux actuellement dans le cas de l'Ukraine est de savoir comment rassembler toutes les parties pour parvenir à une forme de paix, pour mettre fin au conflit. Et tu as mentionné Boris Johnson et les nouvelles politiques du côté des Européens. Boris Johnson a déclaré, il y a seulement 2 jours, que nous devions envoyer des troupes en Ukraine à la suite de tout accord avec les Russes. Nous savons que cela n'est pas envisageable du point de vue des Russes, car s'il devait y avoir des troupes, elles ne viendraient pas du Royaume-Uni, ni de pays impliqués dans le conflit, ceux qui participent au conflit en Ukraine contre la Russie. Il faut donc autre chose. Quelle est ta compréhension de cela? Eh bien, tout d'abord, en parlant de Boris Johnson et du Royaume-Uni, je pense que le Royaume-Uni a été l'acteur le plus pervers dans tout le conflit depuis le tout début.
Évidemment, cela correspondait aux intérêts des États-Unis, surtout au début des années 2000 et jusqu'au conflit de 2022, probablement aussi au début de ce conflit. Mais les États-Unis ont compris, vers la fin de 2022, que ce conflit n'aboutirait à rien et qu'il n'y aurait probablement pas de défaite de la Russie. C'est pourquoi, au début de novembre 2022, les États-Unis ont conseillé à Zelensky d'ouvrir un dialogue avec la Russie. Donc ça, c'est pour les États-Unis, mais le Royaume-Uni a maintenu une position constante de confrontation avec la Russie. Je ne suis pas historien. Je ne suis pas en mesure, je veux dire, je ne pourrais pas. Enfin, j'ai quelques idées, mais elles ne sont probablement pas, disons, historiquement documentées. J'ai quelques idées, mais en réalité, le Royaume-Uni est extrêmement opposé à la Russie et en fait menait tout l'effort visant à saboter toute tentative de dialogue avec la Russie. Le fait est qu'à ce jour, nous voyons que le temps joue contre l'Ukraine. Il existe, disons, une compréhension commune, ou plutôt une croyance partagée, en Europe, selon laquelle plus cette guerre s'éternise, plus elle affaiblit la Russie, et plus elle risque de provoquer une déstabilisation à l'intérieur de la Russie. C'est une compréhension très pauvre de la mentalité russe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu que les Russes étaient extrêmement, prêts, résilientes, extrêmement résilients, absolument, et également prêts à accepter d'immenses efforts, des pertes et des choses de ce genre pour défendre leur pays. Et quand je dis pays, je devrais dire nation, car il existe un fort sentiment, surtout en Russie aujourd'hui, à l'égard des Russes qui vivent dans d'autres pays. Dans ce cas, il s'agit de l'Ukraine. Mais nous nous souvenons qu'en 2008, il s'agissait de Russes ethniques qui vivaient en Géorgie. Et il est probable que dans l'avenir, on retrouve ces Russes ethniques en Estonie et en Lettonie, quoique un peu moins en Lituanie. Mais quoi qu'il en soit, il existe un fort sentiment d'appartenance à cette nation russe, et ils sont prêts à endurer de nombreux sacrifices pour la protéger et la défendre. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui en Ukraine. Cette rhétorique de guerre que nous avons en Europe produit en réalité l'effet inverse. Elle renforce l'unité des Russes. Nous constatons en Russie même que le soutien à Vladimir Poutine ne s'est pas affaibli au fil des années. Au contraire, il a légèrement augmenté. Bien que de nombreux Russes soient favorables à un dialogue de paix, ils soutiennent en même temps l'opération militaire en Ukraine. Cela peut sembler contradictoire, mais cela montre que les Russes n'ont jamais été hostiles à l'Ukraine en tant que tels. Ils étaient prêts à parler, ils étaient prêts à discuter. Ce n'est pas qu'ils méprisent les Ukrainiens ou quoi que ce soit de ce genre. Donc ils sont favorables au dialogue, mais en même temps, ils soutiennent l'idée de cette opération militaire. Et cela montre que les Russes, même entre 2014 et 2021, Poutine résistait en réalité à la pression d'intervenir dans le Donbass, car de nombreuses voix au sein de la population russe lui demandaient d'attaquer l'Ukraine bien avant 2022. Mais Poutine a résisté à cela. Finalement, la situation a évolué de manière spectaculaire en 2022, et c'est la raison pour laquelle cette intervention a finalement eu lieu. Mais il est très important de comprendre les dynamiques en Russie. Nous pensons toujours, et c'est un peu la sagesse commune en Europe, que les Russes détestent Poutine et attendent simplement la moindre occasion de renverser le gouvernement et tout cela. Ce n'est pas exactement comme ça. L'Occident n'aime pas Poutine. C'est un fait. Et oui, il y a des gens en Russie qui n'aiment pas Poutine. C'est évidemment vrai, mais c'est une minorité. La majorité des Russes sont favorables à Vladimir Poutine. Cependant, avec le temps,
on peut voir que le soutien à Vladimir Poutine laisse plus de place à des personnes encore plus radicales que lui. Poutine est un modéré, il faut le comprendre. Dans le paysage politique russe, Poutine est un modéré. En réalité, il a toujours privilégié et encouragé le dialogue et la discussion, même si nous vivons aujourd'hui une sorte de paix sous pression, ou plutôt par la pression, à cause de la guerre en Ukraine. Chaque fois que les Ukrainiens ont demandé un dialogue, Vladimir Poutine a répondu « Oui, d'accord, nous sommes prêts pour cela ». Mais aujourd'hui, de plus en plus, on entend des voix en Russie dire « Eh bien, nous n'avons plus besoin de parler aux Ukrainiens. Nous devons simplement intensifier nos efforts et détruire l'Ukraine une bonne fois pour toutes ». C'est un peu ce qu'on peut entendre de la part de personnes comme Medvedev et d'autres. Mais je pense que même Medvedev n'est probablement pas le plus radical dans ce domaine. Il y a des gens bien plus radicaux que lui. Cela signifie que plus le temps passe, plus cette guerre dure, plus c'est mauvais pour l'Ukraine et non pour la Russie. Je ne dis pas que les Russes mènent une guerre facile, c'est difficile pour eux aussi. Ils subissent certainement des pertes et des revers. Mais dans l'ensemble, le constat est que l'Ukraine perd plus que la Russie. C'est quelque chose que nous pouvons clairement affirmer aujourd'hui. Et quelle que soit la manière dont on compte les morts ou les blessés, on peut dire que, mathématiquement, la Russie dispose de ressources plus importantes que l'Ukraine. Et à long terme, sur la durée, cela finira par jouer en faveur de la Russie. Vous savez, une guerre d'usure, par définition, est une manière d'épuiser les ressources de son ennemi. Maintenant, si vous avez deux adversaires disposant du même niveau de ressources, alors, d'accord, on peut probablement discuter de l'issue de la guerre. Mais lorsqu'il s'agit de deux adversaires avec une très grande différence de ressources, et la Russie est un pays qui, je ne dirais pas aux ressources illimitées, mais immenses comparé à celle de l'Ukraine. Nous sommes clairement dans un processus qui ne sera pas favorable à l'Ukraine, quelle que soit l'évolution de cette guerre. Karl, l'autre conflit se déroule en Asie occidentale. Tu te souviens quand il y a eu une confrontation en mer Rouge entre les États-Unis et les Houthis au Yémen? Nous avons vu la vice-présidente des États-Unis demander « Pourquoi devrions-nous faire cela ?» Les Européens sont ceux qui sont le plus touchés par ce qui se passe, parce qu'ils viennent de la mer Rouge, en passant par Bab el-Mandeb, et ainsi de suite. Et maintenant, une guerre semble se développer au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis, ce qui affecterait le détroit d'Ormuz ainsi que Bab el-Mandeb en mer Rouge. Cela aurait un impact direct sur l'Europe et son économie, déjà fragilisée par la guerre en Ukraine. La plupart des Européens ont ressenti les conséquences de ce qui s'y passe. Alors, comment vois-tu l'Europe faire face à une nouvelle série de problèmes provenant du Moyen-Orient, du détroit d'Ormuz et de Bab el-Mandeb? L'Europe est-elle prête à cela, ou fera-t-elle tout ce qu'il faut pour soutenir Israël et ce que font les États-Unis en tant que mandataires d'Israël? Eh bien, le problème, c'est que l'Europe n'a pas trouvé sa place sur la scène internationale. Par le passé, il y avait des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, dans une certaine mesure, et d'autres encore, qui jouaient un rôle diplomatique important et pouvaient contribuer à résoudre des conflits, etc. Aujourd'hui, et nous en avons parlé plusieurs fois dans votre émission, on constate que l'Union européenne a voulu assumer ce type de rôle diplomatique, mais qu'elle n'en a pas la capacité. Autrement dit, nous sommes dans une sorte de situation hybride. Nous avons certaines personnalités, comme Macron par exemple, qui essayent de jouer un rôle sur la scène internationale, mais il n'a ni l'autorité ni la légitimité pour le faire au nom de toute l'Europe. Et en Europe, il y a évidemment Kaja Kallas, mais là encore,
L'Europe est totalement orientée vers la Russie. C'est la Russie, la Russie, la Russie. Et elle n'a pas été capable de montrer ou de démontrer sa capacité à changer la donne dans d'autres conflits. Rappelez-vous que lorsqu'il s'agit de l'Iran, par exemple, l'Europe faisait partie des partenaires de l'accord sur le JCPOA signé en juillet 2015. Mais aujourd'hui, cela n'a absolument plus aucune importance. Je veux dire, les États-Unis sont l'acteur décisif dans ce domaine, et l'Europe n'a pas réussi à se détacher des États-Unis. Elle reste extrêmement sous la pression américaine. Elle a véritablement adopté la posture d'une entité vassale, et nous l'avons bien vu. Je veux dire, vous l'avez vu il y a seulement quelques semaines ou quelques jours à la conférence sur la sécurité de Munich, où Marco Rubio a prononcé un discours affirmant essentiellement que c'était la tâche des États-Unis de diriger le monde et celle des Européens de soutenir les États-Unis dans cette entreprise. Autrement dit, Rubio a déclaré explicitement que les Européens étaient en réalité au service des États-Unis et non une entité indépendante, dans une certaine mesure. Et les dirigeants européens ont applaudi cela debout. C'est un comportement très étrange de la part des Européens. On constate que les Européens, d'autant plus que, comme vous l'avez justement dit, ils dépendent énormément du Moyen-Orient pour l'énergie et tout ce qui s'y rattache, et que, historiquement, l'Europe aurait pu avoir son mot à dire. Rappelons que ce que nous appelons le Levant désigne la Syrie, l'Irak, le Liban, Israël, la Jordanie. Tous ces pays étaient, au début du XXe siècle, sous mandat de nations européennes, à savoir le Royaume-Uni et la France. Il existe une très forte tradition européenne dans de nombreux pays méditerranéens. Je veux dire, la Tunisie, l'Algérie et tout ça, même s'il y a eu les guerres d'indépendance et tout le reste, le fait demeure que ces pays sont encore très influencés par la culture européenne. En tout cas, on aurait pu s'en servir comme preuve pour développer davantage de partenariats, pour mieux comprendre ces pays et pour instaurer une approche plus, disons, coopérative afin de résoudre les problèmes dans cette région très complexe. Mais nous ne l'avons pas fait. Les Européens ont complètement abandonné. Tu te souviens de toutes les discussions autour de la question palestinienne, mais aussi avec l'Iran. Tout cela a été entièrement laissé aux Américains. Les Européens n'avaient absolument rien à dire. Je veux dire, il y a bien eu quelques commentaires et gestes politiques d'Emmanuel Macron ou d'autres du même genre, mais au fond, c'était que du vent. Il n'y avait rien de vraiment cohérent derrière. Et l'Europe a totalement perdu toute influence qu'elle pouvait avoir dans tous ces conflits. Même dans les conflits lointains, eh bien, on peut probablement comprendre, ou peut-être pas comprendre, mais au moins expliquer pourquoi les États-Unis considèrent la Chine comme un adversaire, du moins sur le plan commercial, et probablement dans le domaine technologique et d'autres secteurs similaires. Mais pourquoi l'Europe devrait-elle considérer la Chine comme un adversaire? Nous devrions coopérer avec elle plutôt que la traiter comme telle. Pourtant, l'Europe n'a pas osé adopter sa propre position indépendante vis-à-vis de la Chine. Elle continue de se conformer à ce que disent les États-Unis. Nous avons donc ici un continent européen, même si les dirigeants de l'Union européenne affirment que l'Europe est le continent de l'avenir et tout ce qui s'ensuit. Mais en réalité, ils ne font rien pour concrétiser ce rôle de l'Europe. Et c'est là que je vois aussi un danger, car comme vous l'avez justement souligné, en ce qui concerne l'économie à la suite de ces sanctions contre la Russie et tout cela, qui souffre de toutes ces sanctions? L'Europe, pas les États-Unis. Il est également intéressant de noter qu'à un moment donné, en 2021, les États-Unis l'ont compris, car ils n'ont pas nécessairement besoin d'une Europe faible.
Ils ont besoin d'une Europe capable d'être non pas une concurrente, mais une alliée forte, si je puis dire. Et cela a toujours été, je pense, parfois mal compris, que ce soit dans le cadre de l'OTAN ou dans celui du commerce international. Les États-Unis ont ce type de mentalité hégémonique, et cela ne changera pas. Mais en même temps, ils ne veulent pas avoir, enfin, ils ne sont pas ravis d'avoir un concurrent comme la Chine, n'est-ce pas? Et ils n'accueilleraient certainement pas favorablement l'idée que l'Europe devienne un second concurrent. D'un autre côté, ils veulent une Europe forte, capable de soutenir les États-Unis sur les plans politiques et militaires. Souvenez-vous, lorsque les États-Unis sont intervenus en Irak, ils avaient également besoin du soutien européen, non seulement pour des raisons militaires, mais aussi pour des raisons politiques. En d'autres termes, les États-Unis ont besoin d'une Europe cohérente. Mais ce qui s'est passé, c'est que, pour cette raison, d'ailleurs, lorsque l'Europe a commencé à proposer des sanctions en 2021, les États-Unis ont tenté de dissuader l'Europe d'adopter des sanctions trop sévères contre la Russie, car ils comprenaient que ces mesures affaibliraient l'Europe et pourraient même déstabiliser, par exemple, les États-Unis. Ils ont également essayé de dissuader l'Europe d'interdire le pétrole et le gaz russe, car ils savaient que cela perturberait l'ensemble du marché pétrolier. Cela avait donc des implications plus larges. En même temps, ils prévoyaient que cela affaiblirait l'économie européenne. Mais les Européens voulaient aller plus loin que ce que demandaient les États-Unis, et ils ont mis en œuvre ces sanctions. Et maintenant, ce sont eux les plus grandes victimes de tout le conflit. Je veux dire, l'Ukraine en fait partie, bien sûr, et la Russie certainement aussi. Mais l'Europe, sur le plan économique et probablement aussi sur le plan politique, est l'une des plus grandes victimes de ce conflit à cause de ses propres décisions. La raison principale en est que l'Europe ne dispose pas d'un leadership mûr. Elle n'a pas pris conscience de l'importance de son rôle potentiel dans le monde. Elle a abandonné le rôle qu'elle occupait jusqu'à la fin des années 80 environ. Et aujourd'hui, l'Europe a complètement renoncé à toute possibilité d'être, disons, influente sur la scène internationale. Voilà où nous en sommes. Et il y a un manque de vision en Europe. Un manque de vision non seulement en termes de stratégie, mais aussi en termes de projection vers l'avenir. Nous voyons que les Chinois, même les États-Unis, dans d'autres contextes, mais les États-Unis et la Chine par exemple, ont travaillé sur des projets d'IA. IA, en anglais. Nous l'appelons de la même façon ici au Brésil, IA. Exactement, oui. En allemand, c'est même KI, donc cela devient très confus. Bref, nous parlons d'intelligence artificielle. Mais les Chinois ont commencé à travailler là-dessus il y a 10 ou 15 ans, tout comme les Américains. Les Européens, eux, se sont toujours concentrés sur leurs petits problèmes internes. Ils n'ont pas compris l'importance de tels facteurs. On peut parler des véhicules électriques, on peut parler des nouvelles technologies. L'Europe a manqué toutes ces occasions de se développer. Eh bien, qu'il y ait un immense potentiel en Europe en matière de recherche et de développement et d'autres domaines similaires, le problème est que l'Europe n'a pas réussi à rassembler les ressources nécessaires à son développement futur. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur des questions comme l'Ukraine, des questions à court terme, en réalité. Car même lorsqu'on regarde l'Ukraine, les actions de l'Europe ne conduisent à aucune amélioration pour le pays. C'est donc une vision extrêmement à courte vue du conflit. Mais c'est là-dessus que se concentre l'Union européenne. Au lieu de réfléchir aux enjeux à long terme, de tenter de rassembler les formidables ressources dont nous pourrions disposer en Europe pour créer des synergies fructueuses
en matière de recherche et de développement au sein du continent, et d'autres initiatives de ce type. L'Europe a totalement échoué sur ce point. C'est la raison pour laquelle elle se trouve aujourd'hui dans la situation qui est la sienne. Et cela s'applique. Nous avons parlé de l'IA et d'autres sujets similaires, mais c'est exactement la même chose lorsque nous évoquons d'autres aspects. Je veux dire que, sur le plan stratégique, l'Europe a perdu l'importance qu'elle avait il y a 50 ans. Ce n'est plus un acteur. Il peut intervenir dans des conflits très limités, et probablement pas même avec succès d'ailleurs. Mais il a perdu sa capacité à être un acteur stratégique mondial, non seulement dans la guerre, mais aussi dans la paix. Et c'est probablement là que se trouve la plus grande perte pour l'Europe. L'Europe n'est plus la puissance capable de jouer entre d'autres puissances, comme les superpuissances que sont les États-Unis, la Russie et la Chine. L'Europe est entre les deux. Mais elle n'est pas en mesure d'imposer sa voix, ni d'essayer d'apaiser les choses. Et c'est quelque chose qui devrait en réalité amener les gens à se poser des questions. Mais personne en Europe ne semble s'y intéresser. Et juste pour conclure cette session, Karl, je pense que, compte tenu de la situation à laquelle l'Europe est confrontée aujourd'hui, cela vient principalement, je parle de l'Union européenne par exemple, des politiques menées au Royaume-Uni, qui ne fait pas partie de l'UE, mais qui influence énormément la politique étrangère de l'Union européenne. Et on ne voit rien de comparable venant d'autres pays qui ne font pas partie de l'UE. Par exemple, la Suisse. Voilà. L'Autriche elle est en quelque sorte neutre. Elle était neutre pendant le conflit en Ukraine, l'Autriche. Mais comment voyez-vous le rôle que joue le Royaume-Uni dans l'ensemble de la situation à laquelle l'Europe est confrontée aujourd'hui? Car d'un côté, on voit qu'ils ont leur partenariat avec les États-Unis, qui est différent de celui qu'a l'Union européenne avec les États-Unis. D'un autre côté, ils influencent totalement, voire dictent peut-être, la politique étrangère de l'Union européenne, notamment vis-à-vis de la Russie, par exemple. Eh bien, le problème avec la Russie est probablement un problème en soi, car il existe ce que l'on appelle la russophobie. C'est un fait, je veux dire, c'est quelque chose qui existe réellement. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. La Russie, parce que c'est un immense pays qui pourrait potentiellement envahir ou menacer l'Europe, a toujours été considérée comme une menace potentielle. C'était très vrai au début du XXe siècle. Et bien sûr, cela a été encore exacerbé par le fait qu'il y a eu un régime communiste à Moscou pendant plus de 70 ans. Cela n'a fait qu'approfondir cette peur de l'ours russe. Et cela perdure. Il est également très intéressant de constater que lorsque l'on entend des commentateurs parler de la Russie, ils la perçoivent encore comme l'Union soviétique. Et pas seulement comme un mot. Certaines personnes pensent même que la Russie est encore un pays communiste. Notre perception de la Russie est donc fortement influencée par le passé, et cela a toujours été le cas. Le problème, c'est qu'avec tous nos moyens de communication, Internet et tout le reste, nous devrions avoir une compréhension plus cohérente et réaliste de la Russie. Mais un autre facteur est apparu après la guerre froide, lorsque nous avons pensé « D'accord, la guerre froide est terminée, nous sommes tous amis, il n'y a plus d'ennemis. » Et ensuite, il y a eu tous ces accords signés avec la Russie, et ainsi de suite. Mais en même temps, nous sommes tombés dans un autre problème, et c'est quelque chose de très fort au sein des forces armées européennes. Probablement moins aux États-Unis, car les États-Unis ont toujours trouvé des ennemis partout dans le monde. Mais en Europe, notre ennemi, c'était l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique a disparu, nous n'avions plus d'ennemis.
Alors, pourquoi avons-nous gardé des armées? Pourquoi avons-nous conservé un budget de défense? Pourquoi avons-nous maintenu les dépenses militaires? Nous nous posions ces questions en Suisse aussi, et également au sein de l'OTAN. Quand j'étais à l'OTAN, j'y suis entré en 2012, juste avant les événements du Maïdan et tout cela. Mais même à cette époque, je ressentais la même question que nous avions en Suisse. Parce que nous voulions avoir un système différent, une politique différente, une doctrine différente, un appareil différent et tout cela. Mais que se passe-t-il si nous n'avons pas d'ennemis? C'est une question que nous nous sommes posée en Suisse après la guerre froide. Nous avons dit, eh bien, pourquoi devrions-nous garder une armée? L'Allemagne est une amie, la France est une amie, l'Italie et l'Autriche sont des amis. Alors pourquoi devrions-nous garder une armée? Cette question a également été très présente au sein de l'OTAN. Elle a influencé la manière dont l'OTAN a commencé à envisager une guerre possible. En ayant de plus petites armées travaillant plus étroitement ensemble, plutôt que quelques grandes armées opérant côte à côte. Le concept, en fait, a changé juste après la guerre froide. Mais aujourd'hui, nous voyons que parce que nous avons réduit nos forces armées, et cela convenait à certains pays, comme la France, par exemple, qui n'arrivait pas loin d'une armée très puissante, capable de vaincre les Soviétiques, ou ce genre de choses. Ils avaient besoin d'une armée très légère, non pas pour vaincre les Russes, mais pour faire face à des groupes armés en Afrique. Ils ont donc construit un autre type d'armée, beaucoup plus légère, plus flexible, plus facile à projeter, et ainsi de suite. Cela signifiait que nous nous éloignions du type d'armée que nous avions pendant la guerre froide pour aller vers quelque chose de différent. On a observé une évolution similaire dans d'autres pays aussi. Et bien sûr, c'était l'occasion de réduire le budget de la défense au profit de davantage de dépenses sociales et de choses de ce genre. Mais aujourd'hui, soudainement, nous voyons que la Russie reste une grande puissance. Nous essayons donc de revenir en arrière sur tout cela. Et pour y parvenir, nous devons exagérer la menace russe, en ignorant le fait que nous avons nous-mêmes rendu ce conflit en Ukraine possible. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre. Il existe une approche différente du problème, car nous réalisons que nous avons besoin d'un complexe militaro-industriel. Et en Suisse, nous avons exactement le même problème. Cela explique, dans une certaine mesure, cette perte de neutralité. Car il faut se rappeler qu'en 1995, l'armée suisse, bien qu'il s'agisse d'une armée de milices, une armée de conscription si vous préférez, et non d'une armée professionnelle. En 1995 donc, l'armée suisse comptait 800 000 militaires. Aujourd'hui, elle en compte 100 000. Mais la mission de l'armée suisse reste la même. Elle doit toujours défendre le pays. Mais comment peut-on... Nous défendions le pays avec 800 000 personnes il y a 30 ans, et aujourd'hui, on est censé faire la même chose avec 8 fois moins de monde. On comprend donc qu'il y a là une sorte d'impossibilité. Et donc, nous devons trouver une motivation, une bonne raison pour augmenter le budget de la défense et reconstruire ce que nous avons détruit au cours des 30 dernières années. C'est en partie cette réflexion qui influence les choses aujourd'hui. On voit d'ailleurs qu'il y a des gens favorables à la relance de l'armée suisse, et dans une certaine mesure, je comprends cette idée. Mais le problème, c'est que cela nous a conduit, je dirais, à abandonner la neutralité et à nous rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. Traditionnellement, l'armée suisse était extrêmement forte et très attachée au maintien de la neutralité et à la politique qui l'accompagnait. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Au sein de l'armée suisse, il y a désormais de nombreuses personnes qui prônent l'adhésion à l'OTAN, comme on l'a vu en Finlande et en Suède.
Et tout cela parce qu'ils ont compris que si nous rejoignons l'OTAN, alors nous pourrions justifier la réalité d'une menace. Car si l'on est neutre, on n'est pas menacé. Nous avons échappé à la Première Guerre mondiale, nous avons échappé à la Seconde Guerre mondiale. On peut en débattre, mais c'est un fait. Et probablement que la neutralité, à mon avis, est pour la Suisse la meilleure politique possible. Quoi qu'il en soit, certaines personnes veulent à nouveau une grande armée pour retrouver les budgets de défense que nous avions pendant la guerre froide. Et la seule façon d'y parvenir, c'est d'avoir une menace. Et pour avoir une menace, il faut appartenir à l'Union européenne ou à l'OTAN, car ainsi, on partage le même niveau de menace que ses voisins. C'est donc une approche très étrange du problème. Au lieu d'utiliser la neutralité, je veux dire la neutralité suisse, parce que la neutralité suisse était universellement reconnue par les grandes puissances et tout cela. Et une telle neutralité est un outil inestimable, non seulement pour nos voisins, mais pour le monde entier, car elle signifiait que la Suisse était crédible dans toute discussion. On pouvait faire confiance aux Suisses parce qu'ils étaient complètement indépendants. Ils pouvaient jouer le rôle de médiateur dans n'importe quel type de conflit. Ils offraient cette plateforme de dialogue que nous avons eue tout au long des années 1960, 1970 et 80. Mais aujourd'hui, en voulant se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN, la Suisse est en train de perdre cela. La neutralité, vous savez, si on y réfléchit bien, c'est un petit pays. Et à mon avis, l'avantage d'avoir la Suisse au sein de l'OTAN est moindre que celui de l'avoir en dehors de l'OTAN. Car une Suisse en dehors de l'OTAN peut avoir une importance stratégique en offrant cette plateforme de dialogue et son expertise en médiation, en diplomatie et tout ce qui s'y rattache. Alors qu'en étant dans l'OTAN, elle ne serait qu'un petit pays parmi d'autres petits pays, et rien de plus. Et nous n'améliorons pas non plus notre sécurité. Donc ici, je pense que la Suisse, avec le conflit en Ukraine, a radicalement changé sa politique, son approche de la neutralité. Je pense que c'est une erreur et que pour l'avenir, ce n'est pas quelque chose qui représenterait un avantage ou un bénéfice pour le monde entier. Voilà où nous en sommes. Merci beaucoup, Karl, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Ce fut un plaisir. Merci de m'avoir invité et me soutenir. Merci. Et nous espérons vraiment que la situation change d'une manière ou d'une autre, car nous savons que vous subissez une pression énorme à cause de ce type de sanctions qui sont scandaleuses. Scandaleuses. J'espère que cela s'arrêtera aussi. Merci. Merci. Et j'espère que tous nos spectateurs vivant en Europe feront quelque chose pour vous, car ils savent que vous vivez à Bruxelles. Je reçois beaucoup de soutien et je peux vous dire que, il y a seulement 2 jours, un membre de ma famille est venu me rendre visite et m'a invité dans un petit restaurant du quartier. Nous sommes allés au restaurant et pendant que nous mangions, le cuisinier est sorti pour saluer les gens dans la salle. Lorsqu'il est venu vers moi, il m'a reconnu et m'a dit « Eh bien, vous êtes le colonel Jacques Baud ». Et j'ai répondu « Oui ». Il a dit « Je regarde toutes vos vidéos ». Il m'a dit qu'il était syrien, en fait, un syriaque, l'un de ces Syriens chrétiens qui ont souffert de la guerre en Syrie. Il ne parle pas arabe d'ailleurs. Il parle araméen, la langue du Christ, vous savez, l'une des plus anciennes langues du monde. Il m'a remercié et m'a souhaité la bienvenue. C'était extrêmement émouvant. Je reçois ce genre de soutien chaque fois que je sors de chez moi. Donc beaucoup de gens me soutiennent et c'est formidable. Thank you for what you're doing, Carl.
Oui, merci. Merci pour ce que vous faites, colonel. Un grand plaisir comme toujours.